Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Info 7 de ce dimanche, que ce soit pour vous, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux en charge des questions politiques, Déo Bizibou, qui est avec nous sur ce plateau et qui nous disons bonsoir. Et bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, je tiens bon madame. Toujours aux allures du space délimité. Hein. Naturellement, c'est mon père, c'est notre père. Il nous a formés, maître d'école, voilà. Alors comment se porte le parti présidentiel après la publication des résultats des élections du 20 décembre 2023? Le parti présidentiel UDPS se porte bien. Comme je disais, que nous tenons bon parce que la lutte continue. Je n'ai cessé de vous dire que il n'a jamais été dit que lorsque l'un d'entre nous, ou certains d'entre nous, accèdent au pouvoir, que la lutte s'arrête. La lutte continue bel et bien. Alors, depuis un temps, et surtout que depuis l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante des dépôts des candidatures pour les élections des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs, il y a certaines personnes qui estiment que ça chauffe au sein du parti présidentiel. Absolument pas. Ce qu'il y a des différents entre nous, l'UDPS, et d'autres partis politiques, c'est que... C'est-à-dire quoi? Entre nous et d'autres partis politiques, c'est que nous sommes un parti où règne, où vit la démocratie, où nous n'avons pas de maître à penser, magister dixit. Non, depuis l'époque des faits de Moulumba, le parti a toujours vécu au rythme des discussions, après discussions, contradictions, ainsi de suite. C'est ce qui est différent d'autres partis politiques. Chez nous, lorsque les dirigeants posent un acte, les combattants ont le droit de mettre et de donner des points de vue et qui peuvent être aussi des points de vue contraires et par rapport aux actes posés par nous les dirigeants, ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas un parti monolithique, non. Ce sont des points de vue tout à fait internes au parti et c'est comme ça que nous continuons d'avancer. Mais il y a des personnes qui estiment que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, et surtout avec les départs de Félix Tshisekedi, il y a un désordre qui est organisé. Je vous disais, madame, qu'il n'y a pas de désordre. Même feu Étienne Tshisekedi de Moulumba, lorsqu'il tenait des mains de maître de ce parti, même à son époque, il avait toujours, d'après discussion interne, la notion d'auto-exclusion ne date pas d'aujourd'hui. Non. Eh bien, vous rappellerez qu'il y a eu, donc tout au long de notre histoire, ces discussions ont toujours existé. Donc il n'y a pas de problème. Donc il faut que les gens, le premier public comprenne que l'UDPS, notre parti, est différent d'autres partis politiques. Parce que nos combattants sont libres de mettre leur point de vue par rapport à tous les sujets qui intéressent le parti et surtout la gestion du parti, la gestion du pays. Mais alors comment justifiez-vous le fait que sur la toile, il y a certains militants du parti présidentiel qui vous accusent de privilégier des personnes qui ne sont pas du parti au pouvoir pour les élections en cours, donc au Sénat, mais aussi des gouverneurs et vice-gouverneurs, notamment les cas de Kinshasa? Madame, je vous ai dit que les combattants sont libres d'apprécier, de donner leur point de vue. Nous ne sommes pas là pour museler nos combattants, absolument pas. Donc, c'est ça la liberté exactement. Vous savez, nous sommes battus... Même lorsque vous votez au profit de ceux qui n'ont pas combattu au sein de l'UDPS. Qui sont-ils, madame? Oui, c'est ce qui se raconte sur la toile. Qui sont l'élection de gouverneur Kinshasa? J'ai toujours dit que... Je vous ai dit, madame, que les combattants sont libres d'exprimer leur point de vue. Vous cachez derrière ces propos. Et vous savez qu'au niveau interne, nous avons tout un processus qui consiste à... Lorsqu'une autorité a pris une décision, voyez-vous, à tous les niveaux, il y a ce qu'on appelle le droit de recours. Si une autorité a posé un acte, un combattant est libre à travers une structure, même lui-même a introduit un recours pour dire voici, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce qui est différent dans d'autres formations politiques, madame. Alors, Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo et l'état actuel de la situation sociale des Congolais. Mais, madame, d'abord, le Congo n'évolue pas à vase clos. Nous ne sommes pas sur l'îlot paisible pendant que la mer est agitée, madame. Le contexte mondial y est. Il y a eu le coronavirus, il y a eu, lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, c'est dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la guerre en Ukraine affecte l'économie internationale.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en guerre. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux de croissance du Congo aujourd'hui, par rapport à là où nous venons, le Congo a eu à battre le record du taux de croissance sur le plan économique. Le Congo, sous Félix-Antoine Tshisekedi, a eu à battre le record de l'évolution en ce qui concerne Transparency International. Voici, le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards. Malheureusement, par rapport au fossé qui était déjà très profond, creusé depuis 40 ans, 50 ans, voyez-vous, l'évolution est très positive, bien entendu. Nous sommes aussi... L'impact dans la vie des Congolais. Nous sommes aussi en pleine guerre, madame. Et si je voudrais insister en disant que la guerre coûte très cher, aujourd'hui, c'est maintenant que les Congolais commencent à comprendre que nous n'avons pas affaire au petit Rwanda là-bas, mais derrière le Rwanda, nous avons des grandes puissances, voyez-vous. Mais l'intégrité du territoire, madame, n'a pas de prix. J'insiste en disant que c'est comme si quelqu'un, on lui ravissait sa maison. C'est-à-dire, la mère patrie, c'est ça notre maison. Et que le Rwandais et qu'on se veulent s'en accaparer, ils y sont depuis très longtemps. Nous sommes dans un processus de libération de notre espace territorial, madame. Et là, ça n'a pas de prix. Quand vous voyez aujourd'hui comment l'armée congolaise est en train d'être dotée en armement, en munitions et en équipement, ça n'a pas comme une mesure depuis que le Congo existe. Voyez-vous, c'est tout ça, des évolutions positives, mais j'aime insister en disant que la reconquête de l'intégrité du territoire n'a pas de prix. Mais entre-temps, vous le savez quand même qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Madame, vous êtes affamé chez vous, pas avec les ennemis dans votre maison. La priorité, c'est d'abord mettre l'ennemi dehors, madame. Le reste, ça va venir. Il y a ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Voyez-vous, ce pays qui a été occupé depuis que les Rwandais sont entrés dans ce pays, et nous sommes en 1994-1996, voyez-vous, nous avons un chef d'état-major général rwandais à la tête de ce pays pendant beaucoup de temps. L'armée a été infiltrée. Voyez-vous, le pays est tombé. On a pillé systématiquement ce pays. Voyez-vous, ce n'est pas en l'espace de 4 ans qu'on vient, on redresse le tout. Madame, le travail s'est fait. J'appelle ça, moi, douleur d'enfantement. Mais je pense que dans les jours qui viennent, ça pourra changer. Nous sommes dans une guerre. Et cette guerre ici, je pense que c'est la dernière pour que le Congo soit libre, madame. Ah, la guerre en cours, c'est la dernière? Oui, je crois. Et la paix sera restaurée? Et elle sera restaurée, madame. Elle sera restaurée. Voilà pourquoi. Savez-vous pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi a engagé beaucoup de voix à l'est du pays? Parce qu'effectivement, les populations de l'Est ont compris que c'est par lui que la libération définitive, finalement, vient. Que c'est lui qui tient ses fronts contre monsieur Paul Kagame, et ceux qui sont derrière lui. Voilà, c'est comme ça qu'il a été massivement à l'Est, voyez-vous. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi fait un travail très important, au point que ces populations ont compris. Et les Congolais, aujourd'hui, ont compris que c'est par cet homme-là que le Congo va recouvrer sa dignité. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mais vous n'avez qu'à sillonner la ville pour protéger ta petite économie. Tu vas le faire en quelle monnaie? Sillonne la ville. Nous avons une monnaie qui n'est pas stable. Il y a toujours fluctuation donc. De peur que vous puissiez le faire en franc congolais, c'est notre monnaie bien sûr. Mais cette fluctuation fait à ce que les gens ne puissent pas économiser en notre monnaie locale. En dollars, hein? En dollars. Je fais en dollars. Parce que notre monnaie n'est pas stable. Hein? Quelque part, question il y a parité. D'abord, la monnaie étrangère n'est pas tout bazar au sala épargne na bango. Si vous allez par exemple dans Western Union et dans Rao Bank, vous allez trouver que Batu Bazar a 2 comptes. Bon, Batu Ebele, Bazo préféré Kokobomba mbongo na bango na dollar. Bon, bali Kokobomba na mbongo na dollar parce que dollar est une monnaie moko stable. Stable, c'est pour cela qu'il y a des barotala. Tout le monde a penché vers la dollarisation. Ben, je le fais en francs congolais, mais dès que j'arrive à la fin du mois, je dois maintenant changer cette monnaie en dollars. Donc j'ai des difficultés. Le montant que je dois verser pour avoir les dollars,
ça doit être un grand montant par rapport à ce que peut-être j'avais préservé pendant tout un mois. En tout cas, moi en tant que fonctionnaire, je n'ai rien à garder. Parce que ce qu'on me paye là, je n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois. Quand on me paye aujourd'hui, 3 jours après, je n'ai plus rien. Je vais garder quoi? C'est-à-dire il y a malongé zate. Réponse à moi, papa. C'est-à-dire qu'il y a l'économie. L'économie n'a combien là-bas? Écoutez, je ne fais même pas d'économie. Ah, vous avez dit? Voilà. Je ne fais pas d'économie parce que je suis fonctionnaire. Ce qu'on me paye ne me permet pas de faire d'économie. Ce que je gagne, c'est en francs congolais, je l'économise en francs congolais. S'il y a dépréciation de la monnaie ces derniers temps, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Nous avons été saisis par les voisins dans le quartier, rue Forgeron si je ne me trompe pas. Nous avons été saisis par la presse, nous avons été saisis par les honorables députés par rapport à l'état du dépôt actuel ici. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées, mais c'était pour que le travail se fasse bien. Le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc nous sommes descendus, avant de descendre sur le terrain. Les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante, mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé, ça a été ouvert par décision du parquet. Mais là, ça continue. On a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous leur avons accordé pour la première fois, je pense, pratiquement une semaine. Il n'y a rien qui a été fait. On a dû encore accorder 48 heures. Il n'y a toujours rien qui a été fait. Donc nous sommes obligés de passer à l'action. Nous sommes descendus sur place avec le général commandant de la ville de Kinshasa, avec la vice-ministre des hydrocarbures, avec l'équipe du secrétariat général et ceux de la task force pour pouvoir délocaliser tous ces flux. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est quelque chose de sécurisé, alors qu'il était prévu qu'il y ait même des sanctions, ou même tout ce produit devait être saisi. Mais par humanisme, on a décidé de ne pas saisir, mais juste délocaliser. Et ça va être pris en charge et sécurisé par la police et les agents des hydrocarbures au niveau de la FICIN, là où nous venons d'avoir l'autorisation à travers le DG de la FICIN et le ministre du Commerce extérieur. La maman, viva! Viva! Trop de noirs remarqués aux alentours de l'échangeur délimité aux premières heures de ce vendredi 8 mars. Des centaines de femmes veuves du parti au pouvoir ont, conformément à l'une des résolutions prises par la ministre du Genre de la RDC le 14 février dernier au sujet de la guerre qui sévit dans la partie est du pays, décidé de célébrer la journée dédiée à la femme dans une attitude de deuil. La douleur que je ressens présentement, c'est que l'ennemi est en train d'exterminer mes frères dans l'est de la RDC. De là, cette vague de femmes veuves de l'UDPS a marché au rythme de chants à la gloire du régime et du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi. Point de chute, permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur 11e rue Limité. Ici, les femmes veuves du parti ont prié pour la population de l'Est, victime de la guerre d'agression par le Rwanda, via l'OM 23. En substance, les femmes veuves, en pleine célébration de ces jours du 8 mars, ont dénoncé l'indécence du président rwandais Paul Kagame. Aussi, ont-elles fustigé l'hypocrisie dans le chef de la communauté d'États européens? Nous condamnons ici le comportement malhonnête de Paul Kagame derrière les terroristes du M23, en complicité avec certains partenaires occidentaux. En fait,
L'ennemi nous tue à cause des richesses que Dieu a placées dans le sous-sol de notre pays. Rester solidaire avec toute la population victime de cette guerre en général, et en particulier les femmes de l'Est de la RDC, les femmes veuves de l'UDPS sous le leadership du député Augustin Kabouya, disent demeurer unies derrière le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à la guerre dans la partie Est de la RDC. Vous le savez, mesdames, messieurs, le 8 mars de chaque année, la femme est à l'honneur pour ce droit. Et pour cette année 2024, la République démocratique du Congo a placé cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes sur le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur de la femme et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Alors, de Bizibou, aujourd'hui, si nous pouvons évaluer les combats du régime actuel pour la paritaire en RDC, égalité 50-50, à quel pourcentage pouvez-vous donc évaluer, bien, si je peux le dire ainsi, les actions du président de la République en ce qui concerne le droit des femmes? De ce côté-là, je pense, je ne savais pas qu'on allait en parler, j'allais amener des statistiques, du moins à ce jour, si j'ai bonne mémoire. Aucun gouvernement n'avait approché le niveau que du gouvernement actuel, avec Félix Antoine Tshisekedi en ce qui concerne l'alignement des femmes dans les gouvernements. Aucun. Et d'ailleurs, on l'appelle même champion de la masculinité positive. De ce côté, mais je dois donner quand même un point de vue. Ça, c'est un point de vue personnel. Personnellement, je n'ai jamais combattu pour la parité. Ah bon? Donc, vous n'êtes pas pour le 50-50 et alors pourquoi? Moi, voici mon point de vue. C'est un point de vue personnel. La méritocratie. Ça veut dire, je souhaiterais même avoir 9 femmes sur 10. Pour autant qu'elles valent, au lieu d'avoir 5 hommes, 50-50. Ok. Et pourquoi? Je prends pour la méritocratie. Ok. Un homme qui ne mérite pas ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi je dis, je me pose la question. Je vois par moments les hommes en train de s'acharner, on a dirigé, on a dirigé, on a dirigé. Ça fait 50 ans que le pays a été dirigé par les hommes, ainsi de suite. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? On a continué à patauger. Moi, je préfère voir l'homme avec grand H, l'homme avec grand H, peu importe son sexe, mais les valeurs que la personne incarne. Donc, bien entendu, il y a des secteurs où certains brillent plus que dans d'autres, mais disons, en ce qui concerne la politique, j'inviterai les femmes à s'investir davantage pour qu'on puisse évoluer. Moi, je vous souhaiterais avoir même 9 femmes pour un seul homme, pour autant qu'elles valent, on avance. Alors, je ne souhaiterais pas, quand même, on a vu, je ne souhaiterais pas qu'on puisse ne pas donner accès aux femmes parce qu'elles doivent être la moitié. Non, je souhaite que les femmes dépassent la moitié, pour autant qu'elles valent. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire, vous le savez d'ailleurs, que les discussions sont en cours pour le prochain gouvernement, le premier pour ce deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que c'est déjà un plaidoyer pour dire au président de la République, cette fois-ci, il faudra plus donner la chance aux femmes? Parce que nous avons plus de gouvernements politiques, il y a maintenant des femmes. Ici, je ne m'adresse pas au chef de l'État, non. Comme j'ai toujours dit, dans le combat contre la corruption et consorts, mais qui sont à la base de cette corruption-là? C'est nous, les chefs des partis politiques. Ah, vous le reconnaissez. Hein? Mais je dis, qui envoie les personnes dans les institutions? C'est nous, les chefs des partis politiques. Voilà pourquoi moi je parle de l'assainissement de la classe politique. C'est comme nous et nos familles respectives. Lorsqu'on voit Madame Noëlla, on a la production de sa famille, qui l'a formée, qui l'a éduquée. La même chose aussi, si vous avez des chefs des partis politiques véreux, mais ils ne vont envoyer dans les institutions que les produits véreux aussi. Si le chef des partis politiques est corrompu, mais il va envoyer qui dans les institutions? Des personnes corrompues aussi. Voilà pourquoi... Donc ces personnes, ces voleurs en cravate ne reflètent que l'image de la famille politique? Je le soutiens, madame. Je le soutiens. C'est pourquoi de ce côté-là, je soutiendrai beaucoup la femme. Parce qu'en termes de valeurs, quand vous voyez en termes de crimes commis à travers le monde, en termes de faire le mal, les hommes excellent beaucoup, plus que les femmes. Voyez-vous, quand vous voyez les gens qui sont épinglés,
généralement sont les hommes. Détournement, corruption. Dernièrement, le CENI, lorsqu'on a parlé de la corruption, presque 90%, c'était les hommes. Madame, je voudrais insister en disant que malheureusement, le gouvernement se forme, ce n'est pas de la volonté du pouvoir décisionnaire de l'État, non. L'informateur a identifié la majorité. Qu'est-ce qui va? Ce sont des regroupements. Ce sont les chefs des regroupements qui vont recommander dans le parti leurs ressources humaines. Et moi, je souhaiterais ceci. Si ça ne dépendrait que de moi, on ne recommande pas un individu. Non. On recommande qui? On recommande une liste. Et moi, je serais d'avis que le chef impose exactement comme condition que dans la liste, il y ait des femmes. Madame, nous y travaillons. Nous sommes dans ce pays où vous avez vu le premier ministre des Affaires étrangères sous l'UDPS, c'était une femme. Il y a eu autant de femmes recommandées par l'UDPS. Il y a eu Madame Toumanzenza, il y a eu Madame Bandoubola, il y a eu Madame... et c'était à peu près 6 à peu près, dans le premier gouvernement qui était là. Donc chez nous, il n'y a pas de problème, nous recommandons les femmes et nous allons encore recommander les femmes. Donc moi, j'insiste en disant que j'insiste sur l'assainissement de la classe politique et que les hommes se dépassent. Et comment va se faire cet assainissement? Ça commence par avoir les hommes crédibles à la tête de nos partis politiques. Voilà pourquoi j'aime... Un parti politique occupé par... je ne vais pas citer le nom. Une personne allez-y, madame. L'argent de sa poche, et tout ça, tout. Vous pensez que facilement vous pouvez assainir ce parti politique? Madame. Qui après lui, c'est sa femme, c'est ses enfants, tout ça. Madame, je pense que le chef de l'État a commencé ce travail-là. Quand je vous ai dit, quand vous constatez que le taux du niveau d'occupation des postes par la femme s'est accru sous Félix-Antoine Tshisekedi, ce travail a déjà commencé en faveur de la femme. Alors, quant à l'assainissement, de ce côté-là, vous êtes en train de constater que quand vous partez du gouvernement, de l'ancien gouvernement de M. Kabangé, il y avait des dinosaures de l'ancien régime qui avaient une mauvaise réputation, coupaient l'Internet aux Congolais, et ainsi de suite, qui ne sont plus jamais revenus dans le gouvernement jusqu'à ce qu'on vienne de finir 5 ans. Ils ne sont pas revenus. J'imagine aussi que pendant le nouveau mandat ici... qui sont désormais dans l'union sacrée avec vous. Hein? Mais de toute façon, ils n'ont pas été au gouvernement. Ils n'ont pas été au gouvernement. Et j'imagine aussi que le gouvernement qui va entrer aussi, ça sera encore davantage filtré. Il y a des gens qui ne seront pas dans ce gouvernement tout simplement parce que, donc, étant donné que ce sont des gens qui n'ont pas bien travaillé en faveur de la population, donc de plus en plus, plus on va évoluer dans les processus, plus ça va se filtrer et les médiocres vont s'éliminer. C'est bien de le dire, mais pourquoi l'UDPS n'a toujours pas organisé des élections pour se choisir un président depuis que Félix Tshisekedi est devenu président de la République? Madame, l'UDPS s'est toujours organisée. Dans quel sens? Élection de président, 6 ans déjà, si je ne me trompe pas. Sans président, on n'a qu'un secrétaire général à l'UDPS. Comment est-ce qu'on n'a pas de président? Madame, le président de l'UDPS s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Il est empêché. On constate que la Constitution ne lui permet pas d'exercer. Mais il fallait organiser des élections pour se choisir. Non, mais comment vous allez organiser les élections pour quelqu'un qui est empêché? Ce n'est pas le langage que disent les autres membres de l'UDPS. Hein? La Constitution ne permet pas au président du parti politique de signer des actes et d'engager le parti. Mais du reste... Qu'est-ce que vous craignez si vous organisez ces élections? Non, mais nous conformons au stade. Comment organiser les élections pour le président qui est bel et bien là? Il est empêché. Non, il est désormais président de toute la République démocratique du Congo. Mais on veut bien voir un peu... À un moment, vous avez commencé ces discussions au sein du parti présidentiel. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous craignez? N'oubliez pas que nous sommes allés en congrès en Gandayala, où nous avons discuté de tout ça. Et le débat était clos. Et nous sommes... Qu'est-ce que vous craignez? D'abord, le parti, c'est un fait privé. C'est pas un secret. Madame, d'abord, le parti, c'est un fait privé qui est régi par les statuts et règlements intérieurs. C'est connu que c'est un fait secret. Tshisekedi Félix, c'est le président de l'UDPS. Non, il est président de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et qu'on pouvait avoir un autre président du parti présidentiel. J'arrive. Qu'est-ce que vous craignez? Être président de nous constatons que notre président a été élu président de la République. La Constitution l'empêche de diriger le parti.
Oui, mais c'est bien. Après lui, il a le secrétaire général. Et le secrétaire général représente le parti. Le secrétaire général qui était là, Jean-Marc Kaboun, quand il est parti, et aujourd'hui, les charges, la fonction est assumée par Augustin Kabouya. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi y avoir une personne, peut-être de Obizibou, ou Augustin Kabouya, pour le Chilumbu, ou quelqu'un d'autre qui pouvait prendre la présidence. Mais de l'UDPS, qu'est-ce que vous Madame, craignez? Comment prendre la présidence pour Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous avons renouvelé en Gandayal il n'y a pas longtemps au Congrès? Vous savez, le Congrès, c'est l'organe suprême. Des points de vue individuels, il y en a. Et on discute à l'interne. On a eu à discuter en Gandayal pour dire qu'est-ce que nous faisons. Ces idées-là étaient là exactement. Non, non, comme il est empêché, on le remplace. Mais la majorité a dit non. Nous constatons qu'il est empêché. Il est empêché. Nous évoluons. Le secrétaire général travaille en attendant que l'empêchement prenne fin. Alors, nous allons le secrétaire général a eu quand même à annoncer qu'il se tiendra les mois venus le Congrès pour revoir nos textes, parce que tout ça se fait en fonction des textes. Nous n'avions pas prévu dans les statuts actuels, le règlement intérieur, qu'on arriverait dans le cas où le président serait élu chef de l'État. On n'a pas prévu ça. Maintenant, le secrétaire général a annoncé que le Congrès aura lieu le mois venu pour toiletter nos textes, pour les adapter, madame. Merci bien, madame, messieurs. Prenons à présent le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Info 7. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre l'impunité que l'ASADO et l'ODEP ont lancée depuis février dernier. Au travers de cette activité, ces deux organisations congolaises résolument engagées dans la bonne gouvernance des finances publiques et la protection des droits humains exigent que le ministre ayant en charge l'environnement de 2014 à 2020 et autres agents publics identifiés par l'Inspection générale des finances dans son rapport relatif au contrôle de la légalité des allocations et des cessions des concessions forestières et des droits dus au trésor public par des exploitants forestiers soient interpellés par la justice. Il y a eu un certain nombre de pratiques qui n'ont pas permis à l'État congolais d'entrer en possession de ses droits. Mais en même temps aussi, il y a la pratique de concéder les forêts de gré à gré qui ont pris place sur les processus définis par le code forestier, en sorte que cette pratique d'obtention ou d'octroi des titres forestiers de gré à gré contribue à des pratiques de corruption. L'ODEP et l'ASADO constatent avec amertume que malgré des révélations graves faites dans le rapport de l'IGF, toutes les personnes concernées bénéficient de l'impunité à cause du laxisme des autorités, tant politiques que judiciaires. D'où ces recommandations au chef de l'État et au procureur général près la Cour de cassation. Au président de la République d'impulser la justice pour qu'elle donne effet au rapport de contrôle lui transmis par l'Inspection générale des finances, particulièrement les rapports relatifs au contrôle de la légalité des allocations et des cessions de concessions forestières et des droits dits au trésor public par des exploitants forestiers en 2020, soient interpellés par la justice. Ces organisations de la société civile estiment que l'octroi des concessions forestières aux exploitants devrait se faire par l'appel d'offres et non de gré à gré, une pratique liée à beaucoup de corruption. Sa candidature à la gouverneurale de Kinshasa fait l'unanimité au niveau de la base du parti présidentiel UDPS, son parti Deo Kasongo. Ont déclaré tour à tour les cellulaires, c'est lui dont le profil répond au portrait robot dressé par les organisations de la société civile. Fédération de Moamba. Déclaration de président cellulaire de la Fédération de Moamba. Soutien à la candidature de M. Deo Kasongo au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Déclaration de président cellulaire de la Fédération de Lukunga. Soutien à la candidature de M. Deo Kasongo au poste
des gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Certes, les présidents cellulaires de 4 fédérations de l'UDPS ont décidé d'apporter leur soutien à Deo Kasongo. À cette même occasion, ils exhortent d'une part la hiérarchie du parti à entériner la volonté de la base et d'autre part, ils invitent les grands électeurs à voter pour lui le moment venu. Déclaration des présidents cellulaires de l'UDPS, Tshisekedi Fédération de la Tchangou. Soutenons sans faille ni regret la candidature de M. Deo Kasongo aux prochaines échéances électorales des gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Demandons à la hiérarchie du parti d'entériner la décision de la base d'avoir un fils qui remplit les critères objectifs conformément aux prescrits de nos statuts, règlements d'ordre intérieur et des codes de bonne conduite et éthique du parti. Exhortons les députés provinciaux, en tant que les principaux électeurs, de jeter leur dévolu sur M. Deo Kasongo en les votant massivement lors du prochain scrutin du gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. D'après le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les élections de gouverneurs auront lieu le 7 avril prochain dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Une effervescence particulière a été observée ce jeudi 7 mars à la CENI où les membres de l'ASBEL Fraternité Quinoise ont accompagné leur président Alain Boussiwasso à déposer sa candidature au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Après les dépôts de sa candidature, Alain Boussiwasso s'est exprimé en ces termes. Kinshasa aux Quinois. Les Quinois ont décidé de porter à la tête de leur province des Quinois, en l'occurrence Zachary Bababasse comme candidat vice-gouverneur et moi-même comme candidat gouverneur. D'autant plus que Kinshasa est une ville qui doit être dirigée par des Quinois, d'autant plus que le chef de l'État lui-même est Quinois. Et nous pensons qu'il est temps que Kinshasa soit effectivement dirigé par des Quinois. Je pense que nous devons en appeler réellement à la conscience des uns et des autres, les Quinois que nous sommes, ainsi que les électeurs. Il n'est pas question que nous puissions céder notre ville à la solde des étrangers, parce que certains candidats sont des candidats des étrangers, des Indo-Pakistanais, des Libanais, des Turcs. Cela ne peut plus se faire et se reproduire dans cette ville. Les problèmes sont des problèmes importants, des problèmes récurrents. Il faut que des Quinois qui vivent effectivement les réalités quotidiennes des Quinois. Quelques notables de Kinshasa ainsi que Zachary Bababasse ont apporté leur soutien à la candidature du candidat indépendant au poste de gouverneur Alain Boussiwasso. Kinshasa a des problèmes. Nous sommes nés dans cette ville, nous avons grandi dans cette ville, nous avons vu cette ville se détériorer, cette ville qui a fait de nous ce que nous sommes. Le gouverneur, le candidat gouverneur, que nous voulons bien qu'il soit à la tête de la ville parce que c'est un manager, un homme qui organise des choses. Il a parlé à sous-traitance. Je pense que tout le monde sait que c'est l'équipe de Alain Boussi qui a mis en place la structure qu'on appelle aujourd'hui l'Agence nationale de sous-traitance. Et nous voulons travailler pour l'intérêt des Quinois. Arrivé à Matongué, commune de Kalamou, au siège de l'ASBEL Fraternité Quinoise, l'ambiance était plutôt à la fête. Alain Boussiwasso, un vrai Quinois pour des solutions urgentes aux problèmes des Quinois. Les députés provinciaux ont devant eux la personne idéale pour réinventer la ville de Kinshasa. Merci mingi na ndenge pour soutenir biso kino mikoleleki tindelo mais na kalisi bitumande balingi sikoyo. Désormais, la communauté à Lourdes-Bougna ne se reconnaît pas comme membre effectif de G5, une structure informelle regroupant les 5 communautés victimes d'atrocités de l'Ituri,
Toute initiative prise par l'un des membres de ce groupe informel n'engage pas cette mutuelle. Pour ce faire, KB réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix. Aux côtés de l'administration militaire de l'Ituri, a dit Octave Vaweka, président de la dite communauté, à l'issue d'un entretien ce mercredi 6 mars 2024 avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous sommes venus comme communauté à Lour, comité directeur avec les notables, puisque nous sommes en train d'être cités partout, que nous sommes membres de G5 et alliés. Alors nous avons dit que nous étions un nouveau comité, nous n'avons jamais été là et nous voulons dire clairement à l'opinion nationale, internationale et locale que nous, communauté à Lour, nous n'avons jamais été dans cette structure. En même moment, il invite les groupes armés hostiles au processus de paix à rejoindre le camp de la patrie. Ils doivent revenir à la raison puisque l'État existe. Nous avons une armée qui doit assurer la protection des personnes et de leurs biens. Ce n'est pas une raison pour dire qu'on doit prendre les armes. Aujourd'hui, nous avons nos terres que nous pouvons cultiver, qui sont d'ailleurs riches. Revenons à notre activité d'État et nous allons plutôt faire prospérer, développer l'Ituri. Signalons que les Alours sont réputés comme un peuple hospitalier et pacifique en province de l'Ituri. Ainsi, sa contribution est d'une importance capitale dans la stabilisation de cette province riche en potentialités humaines et économiques. Aujourd'hui, l'Ituri a besoin de têtes et idées qui convergent vers la paix en vue de préserver les acquis de sécurité et de développement obtenus grâce à l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Déo Bizibou, comment est-ce que vous réagissez aux propos et recommandations de ces ONG de droits de l'homme? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, beaucoup. Les recommandations, elles sont les bienvenues. Heureusement que nous sommes à la veille de la mise en place d'un nouveau gouvernement qui devra pratiquement en tenir compte, absolument. Je me rappelle lorsque le chef de l'État prêtait serment, il a dit qu'il faudra voir comment corriger les erreurs du passé. Il y en a eu. Monsieur qui parlait de la justice, le chef de l'État en a parlé il n'y a pas longtemps. Et il a toujours insisté en disant que... La justice est malade. C'est pas seulement la justice qui est malade. C'est ce qu'il avait dit. Madame, tous les secteurs ont été gangrénés. Même votre secteur tous ici. Tous les secteurs sont malades. Tous les secteurs sont malades. Tous les secteurs. Tous les voyants étaient au rouge lorsque Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir. C'était au rouge. Le pays s'était enfoncé dans tous les secteurs. Que ce soit l'enseignement, que ce soit la presse, que ce soit... Tout était prioritaire. Et on est en train d'évoluer progressivement, les efforts sont en cours. Bien entendu, j'aime dire qu'au grand mot de grand remède, madame, au grand mot de grand remède, pour le Congo, il faut le remède de cheval. Voilà pourquoi je... Le remède de cheval, c'est-à-dire quoi? Et parfois, il faut prendre des mesures impopulaires. Parfois, il faut y arriver. Prendre des mesures impopulaires. Il faut des décisions courageuses. Des mesures impopulaires. Vous voyez, par exemple, quand on parle de Koulouna, c'est mon point de vue, dans la ville de Kinshasa et partout ici, j'estime qu'il n'y a pas de raison pour que 100 Congolais, 100 ou 200 Congolais, fassent manquer le sommeil et la quiétude à des milliers dans des quartiers. Moi, je sacrifie les 100 pour que les milliers restent. Ça la démocratie. Les 100, c'est-à-dire quoi? Madame, je n'entre pas dans le détail, mais je dis, je sacrifie les 100 pour que... Mais là, vous créez les suspenses. L'État, c'est qui? Et surtout en démocratie. L'État, c'est celui qui défend l'intérêt de la grande majorité au détriment d'une petite minorité qui met en péril la société. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que l'État doit... L'État, c'est le Léviathan. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais l'État, c'est le Léviathan. Nul ne peut être au-dessus de l'État. Comment un individu peut se taper les listes de venir tuer quelqu'un et lui reste en vie? Semer la terreur dans des quartiers. Ah non.
nous allons arriver bien. Certains croient que les gens sont obligés de dormir à 18h. Maintenant que nous avons acquis cette majorité que nous cherchions, parce qu'on a eu à faire des concessions, nous l'UDPS, on a eu à faire des concessions parce que nous n'avions pas la majorité. Nous n'avons pas cette majorité. Vous n'avez pas de 400, droit aux excuses. L'actuel cap, ce n'est plus difficile comme hier. Vous savez, pour mettre hors d'état de nuire les hommes, les intouchables dans ce pays ici, Kalev Mouton, le général John Numbi, et leur chef à maître, monsieur Joseph Kabangé, ça n'a pas été facile. Hein. Ces hommes n'en avaient jamais cru que ça arriverait. Mais avec fait son traité de Tshisekedi, nous sommes en train, il y est arrivé. Donc, le pire est derrière nous. Et la progression va être positive. J'en appelle à le moment venu pour ce gouvernement qui va entrer, qui sera nommé par le chef de l'État, d'être à mesure de prendre. Et je parle ici, le pouvoir s'exerce aussi individuellement. Quand on est ministre dans un secteur, ça veut dire qu'il faut marquer son temps. J'ai connu dans le temps les hommes qui ont marqué leur temps, par exemple, lorsque vous arrivez au Sud Kivu, on vous parle d'un certain Mwando Simba, qui était gouverneur. Les années 80 à Bukavu, ne pouvaient jamais parler des bandits à main armée. Mwando Simba pouvait être élu à Bukavu, comme l'ancien gouverneur du Nord Kivu, peu à son âme, qui nous a quittés. Il est originaire du Congo central, mais il avait été élu à Goma. Pourquoi? Il a marqué son temps. Le Congo a besoin maintenant des hommes et des femmes une fois responsabilisés qui marquent le temps exactement en faveur du peuple. Alors, vous avez suivi, dernièrement, il y a eu un incendie à Kinshasa, la capitale de la RDC. Finalement, ça devient un peu à répétition. Hein. Déjà, il y a un problème, pas de sapeurs-pompiers. Une autre question, mais comment peut-on éviter ces incendies? Je disais, madame, il n'y a pas longtemps que le chef de l'État, lorsqu'il prêtait serment, il disait qu'on devra éviter les erreurs commises dans le premier mandat. Ici, je m'adresse au ministre Didier Boudimbo. Parce que c'est dans les secteurs des hydrocarbures et consorts. Et il est question ici que les Congolais souffrent de quoi généralement? La non-application à la rigueur de la loi. Beaucoup de lois souffrent. J'aime dire, madame, que les sentiments, c'est avec nos femmes et nos enfants, nos maris chez nous à la maison. Mais pas avec la gestion de la Quand on a affaire aux partis politiques, on a affaire aux institutions. Fini les sentiments, mari, femme, enfant, c'est fini. Il faut appliquer les lois dans toute leur rigueur. C'est pourquoi, d'ailleurs, la loi prévoit que quand on est dans de hautes fonctions, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On a interdit au chef de l'État d'aller faire des affaires. On a interdit aux militaires de faire le commerce. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver dans des conditions où il va être juge et parti. Pour qu'il fasse le travail donc en faveur de l'État, rien que l'État. Alors Didier Boudimbo, sa façon de faire? Ça veut dire quoi? Il y a des stations-service qui avaient été fermées. Et lui-même, il avait même annoncé la fermeture. Hein? On attendait voir. Et quelques temps après, et moi je disais, je dirais, et c'est pourquoi que moi je remercie la presse congolaise d'investigation. Vous nous aidez aussi. C'est ça le quatrième pouvoir exactement. Pour révéler là où ça ne marche pas. Et puis la plupart des stations sont érigées dans il n'y a même pas respect des normes. Madame, je disais que je l'ai interpellé en disant qu'il faut la rigueur de la loi, qu'on exécute la loi dans toute sa... Et au-delà de ça, vous avez suivi, il prend la décision, bon, ok, il y a eu cet incendie avec un dépôt de produits pétroliers, alors de l'autre côté, il annonce la délocalisation des réserves pétrolières à la FIKIN. Et puis il dit, hein, pour éviter les inconvénients, est-ce une décision réfléchie? Je n'ai pas tous les détails sur cette décision-là, mais de façon, la loi portant régime général des hydrocarbures a prévu les conditions dans lesquelles on peut stocker les hydrocarbures. On peut stocker, oui. La loi... C'est loin, pas dans les milieux d'habitation, si je ne me trompe pas. Ça doit être très très loin situé des habitations. Mais la FIKIN, regardez les gens qui fréquentent la Bien FIKIN. entendu, la ville s'est agrandie. Regardez, madame, est-ce que vous savez que jadis, les paroisses catholiques étaient éloignées des habitations? Mais quand vous remarquez aujourd'hui, ces paroisses sont entourées par des habitations.
qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la population qui s'est accrue. L'État avait démissionné. Quand vous regardez les quartiers périphériques... Mais avec les paroisses, on peut encore tolérer, mais les produits pétroliers, vous connaissez les conséquences, non? Madame. Mais il y a des espaces qui sont encore vers la route sortie chez Babandundu, vers dépasser l'aéroport, il y a des espaces. Madame, je vous ai dit que tous les secteurs du Congo se sont dégradés tout au long de la chute vertigineuse du pays. Pour redresser, il faut prendre des mesures parfois impopulaires. Regardez par exemple les rails, chemin de fer ici, le transport interurbain, où les gens ont construit là-dessus. Comment vous dites que la route... Comment vous dites... C'est comme ça que moi je parle de ce travail harassant que fait Félix-Antoine Tshisekedi, de ressusciter l'État. L'État n'existe plus. Imaginez un pays comme celui-ci qui avait 3-4 milliards de budget. Un grand pays comme celui-ci. On est menacé, ce n'est pas encore suffisant. Il faut des hommes d'exception dans tous les secteurs pour que le pays se relève. Et je pense que... mais j'en appelle que les Congolais comprennent aussi. Comprennent quoi? Que pour que le Congo se relève, on devra en souffrir à tous les niveaux. Qu'on soit dirigeant, qu'on soit population, un simple citoyen, on a un prix à payer. Il faudra de la patience. Est-ce que vous voulez demander au peuple congolais de ne pas être trop dur avec votre régime? Le sacrifice. Et ce sacrifice-là part du sommet à la base. Sacrifice, vous voulez dire quoi concrètement? Mais quand je parle de sacrifice, oui, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire quoi? Vous ne voulez pas que le Congolais soit regardant vers vous? Mais comment pas? Le Congolais doit être plus regardant. Vous savez, quand quelqu'un est chez lui avec sa femme et ses enfants, il ne rend compte à personne. Mais lorsque quelqu'un commence à gérer les biens publics, que ce soit dans les partis politiques ou dans les institutions, pas cet argent-là appartient au peuple. Le peuple a le droit. Donc, quand je parle de sacrifice, c'est que les populations comprennent qu'au grand mot de grand remède pour le Congo se redresse, il faut des mesures draconiennes. On parlait par exemple dans l'armée qu'il faut mettre fin au moratoire, par exemple à fusiller les hommes le moratoire a été levé, le moratoire de fait. Voilà. Voyez-vous, pour reconquérir l'intégrité du pays, il faut des hommes dans l'armée, des hommes, mais j'insiste, s'il faut appliquer ces moratoires-là, s'il faut plutôt lever ces moratoires-là dans l'armée, les crimes, il y en a de plusieurs ordres. Je n'accepte pas que pour les militaires, ça s'applique, qu'on l'applique sur le militaire et qu'on laisse les civils. La loi pour... Comme j'ai dit, le pays a été gangréné dans tous les secteurs. Il n'y a pas de raison qu'on puisse châtier quelqu'un qui a volé 10 $ pendant que celui qui a volé des millions vit paisiblement. Non. Donc, vous voulez que le moratoire qui a été élevé, la peine de mort, ça appliqué aussi sur les voleurs? Je dis, c'est ça, les détourneurs? Pour que le pays se redresse. Même les détourneurs, les voleurs en Pour travail? Que le pays se redresse, madame. Il faut appliquer. Quand vous voyez lorsque le pays accède à l'indépendance, quand le pays était dirigé par les Belges, sur le plan de développement, nous étions très avancés. Connaissez-vous un pays où la peine de mort est appliquée et que la peine de mort a résolu le problème? Madame, les mêmes pays qui nous disent... Parce que généralement, les mêmes pays, que ce sont des innocents qui tombent dans les pièges. Madame, les mêmes pays qui nous disent mettez fin à... voilà, il ne faut pas appliquer la peine de mort, tout ça, les appliquent chez eux. Les États-Unis sont là et qu'on sort. Est-ce qu'on a supprimé ça aux États-Unis? Nous voulons quoi? Je dis, chaque pays a ses réalités. Moi, je constate, lorsque quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, et qu'il circule librement dans la... Il a tué. Mettez-vous à la place de cette famille-là, dont on a tué un membre, qui voit les criminels en train de traverser la route, 5 ans ou 10 ans après. Mais vous connaissez quand même que la Constitution de la RDC garantit le droit à la vie, non? Madame, mais quand on parle de réformes exactement à amener, il le faut. Les abolitionnistes ne sont pas du tout d'accord avec... Démocratie veut dire respect des textes. Je suis d'accord. Mais regardez, comment la Chine en est arrivée à être une grande puissance aujourd'hui? Il a fallu des mesures draconiennes. L'État doit sévir. Les individus ne doivent pas être au-dessus de l'État. Je pense que nous sommes en train d'aller de ce côté-là. Lorsque vous avez volé l'argent, vous allez en prison, vous restituez. Ça a commencé avec Hachi Béton il n'y a pas longtemps.
On n'avait jamais vu des ministres en prison. Tout de suite, ça a commencé. Il était en prison pour quelle finalité? Est-ce que l'argent a été restitué? C'est ça? Si, madame, il y a l'argent qui avait restitué. 100 jours, l'argent a été restitué. Etienne Ndongondo, de votre parti, il a restitué. Les gérants d'Eurobank avaient reçu l'argent. Etienne avait restitué. Il a été en prison. Oui, mais il a restitué. Il avait restitué. Il a été en prison. Non, mais oui, il était en prison, là on reconnaît. Nous parlons de la justice, madame. Liberté provisoire, après c'est parti, après tout. Mais est-ce qu'il a restitué l'argent? Nous parlions de la justice, madame. On parlait de détournement, je pense, dans l'affaire Covid-19. Ouais. Et au début, il y avait beaucoup d'argent, des partenaires qui ont donné de l'argent. Mais comment alors, quelle a été la condition de la justice? Vous vous rappelez? La justice. Non, dites-nous, il a restitué. Parce que vous avez dit que l'argent, les gens ont restitué. Comment allait-il restituer lorsque la justice a conclu qu'il était innocenté? Et c'est là, on a encore un grand travail à faire dans tous les secteurs, notamment la justice. Mais je vous dis, madame, qu'il y a un travail très très important qui se fait au niveau de l'UDPS. Nous sommes en train de faire un travail d'identifier sur tout l'étendue du territoire ces juges-là avec probité morale élevée. Le travail se fait. Donc viendra un jour, il y aura des mises en place dans ce pays. Et dans un temps record, dans toutes les provinces, nous aurons des juges à moralité, probité morale élevée. Vous êtes en train de faire ce travail. Nous faisons ce travail. En quelle qualité? Juste parti ou... Madame. Oui, vous êtes parti, oui. Certainement que la population qui nous suit se pose la question. Maintenant, c'est l'UDPS qui est au pouvoir, donc expliquez-nous un peu. Non, voilà. Un parti politique normal. Et absolument. Un parti normal fonctionne comme les institutions de l'État. Au sein du parti UDPS, nous avons un département qu'on appelle Justice et droits humains. Ah, c'est ce département qui fait ce travail-là. Pour faire des propositions. C'est comme chaque département fonctionne au point que nous sommes comme l'État. Nous avons une commission, nous avons un département qui concerne l'environnement, ainsi de suite. Donc, ça dit, ce travail se fait pour qu'on arrive le mois venu à ce qu'on mette fin à cette gangrène où vous avez des jugements qui sont obtenus, on ne sait pas comment. Voilà. Je vous ai dit, madame, on vient de loin. Au moins, vous n'aviez jamais vu les gens, des dirigeants en prison. Vous avez vécu ça sous Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une nouveauté. Même si la population dit les tombeaux est vide, ils sont entrés, ils sont ressortis. Je vous ai dit que maintenant là, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en tête de la majorité parlementaire. Vous avez combien de députés déjà? Nous étions à 70. Pour l'UDPS? Pour l'UDPS seulement, oui. Sans compter les mosaïques. Voilà, voyez-vous. Donc, on va arriver où les pesanteurs là, qui pesaient sur le chef de l'État, qui pesait sur nous tous là, où on devait voir, non, bon, finalement, la majorité va éclater. Ces pesanteurs-là, nous sommes en train de passer dessus. Plus on va évoluer, plus ces pesanteurs vont se réduire et nous allons arriver à ces changements-là. Mais je préviens en disant que l'UDPS fait un travail très important d'identification des magistrats à haute probité morale qui prendront les choses dans les jours à venir, madame. Madame, messieurs, place à ce troisième dossier de InfoCD. Dans le cadre de la coopération entre la Russie et la République démocratique du Congo, le gouvernement de Moscou a donné l'approbation du projet de l'accord pour la coopération militaire entre les deux pays. Selon l'ambassadeur de la Fédération russe en RDC, Alexis Santebov, estime que cette approbation ouvrira la voie au lancement des négociations qui peuvent aboutir à sa signature. L'approbation du projet de l'accord sur la coopération militaire entre la Russie et la RDC par le gouvernement russe ouvre la voie au lancement des négociations qui peuvent aboutir à sa signature. Ce projet est une extension logique de l'accord russe-congolais de 1999 sur la coopération militaire technique dans le domaine de la formation des cadres pour les RDC. Signalons que l'annonce de cette approbation a été faite dans un communiqué publié par l'agence des communications officielles russe à la suite d'une résolution gouvernementale entre les deux États. Hormis le renforcement de la sécurité, cette coopération va également concerner la santé et autres. Je déclare clos
les assises du Conseil national SID 2024. Et je vous remercie. L'engagement pour la citoyenneté et le développement a clôturé la session extraordinaire du Conseil national de son parti ce mardi. Lors de la clôture de cette session dénommée « Sauvons la RDC du danger », ce parti du candidat malheureux à la présidentielle de 2023 a énuméré toutes les résolutions adoptées afin de sortir la RDC des différentes crises auxquelles elle fait face. Résolution numéro 1. Pour stabiliser l'Est de la RDC, le Conseil national enjoint le Bureau national de l'SID d'exiger la mise en œuvre des actions suivantes. A. Procéder dans les plus brefs délais à la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. B. Soutenir efficacement le FARDC assainis en leur dotant de moyens nécessaires pour le combat, en assurant une meilleure articulation de la chaîne de commandement et en améliorant leurs conditions de vie et celles de leurs familles. C. Rompre les relations diplomatiques avec les Rwandais. D. Lancer un mandat d'arrêt international contre le leadership connu du M23. Et renoncer à l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Revenons sur les élections de décembre dernier. Le parti de Martin Fayoulou a pour une nouvelle fois rejeté ce qu'il qualifie de simulacre des élections. Le Conseil national de l'SID rejette le résultat du simulacre d'élection de décembre 2023 et demande au Bureau national d'engager les actions pour que tout le pays ami de la RDC sanctionne M. Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, et ses collaborateurs. Cette session extraordinaire du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement avait débuté le vendredi 1er mars en présence de plusieurs cadres du parti. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction de 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par les départements intérieurs sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Déo Bizibou, vous avez annoncé que votre parti est en train de faire un travail en ce qui concerne la justice, mais depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, on a vu les efforts qu'il a fournis en ce qui concerne l'appareil judiciaire, les changements qu'il a apportés, et jusqu'à la dernière minute, il n'est toujours pas satisfait en disant que l'appareil judiciaire est malade. On se pose réellement le problème. Madame, un malade ne se met pas debout. Quelqu'un qui agonisait ne se met pas debout en une seconde, en une minute, en une heure. Il se rétablit progressivement. Peut-être les Congolais ne voient pas cette évolution vu l'ampleur du gouffre où nous étions. Nous sommes dans ce pays, madame, où nous avons vu pour la toute première fois dans ce pays la candidature du chef d'État en fonction attaquée devant la Cour constitutionnelle. On n'avait jamais vu ça dans ce pays. C'est ce que Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes dans ce pays, madame, où nous avons vu quelqu'un poursuivi pour offense au chef de l'État. Ici, nous sommes, je pense, au... Mbouma, non, non, pas lui. Pas lui. Okay. Il y a un homme qui était, je pense, au Katanga, pour offense au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
il a été innocenté. Il est libre à Lubumbashi aujourd'hui. À Lubumbashi, et là je voudrais féliciter le juge Costa qui a fait ses efforts pour montrer que la justice est indépendante. Je pense qu'il doit être maintenant aussi pas Bukavu, Bunia. Et le Mbouma avait quand même été condamné. Un procès où la SNCC devait perdre des millions et des millions d'argent, parce que vous savez qu'il y a des malins qui inventent des procès contre les établissements publics, les sociétés de l'État pour se faire beaucoup d'argent. Mais ces juges-là n'est pas venu à sauver la SNCC, qui devait payer des millions et des millions à un citoyen congolais. Je voulais dire que la justice est malade. Nous sommes en train de... J'ai dit qu'un malade qui agonisait ne s'élève pas à lui. Je voulais juste rappeler que Félix Tshisekedi avait dit que la justice est malade, même si dans l'opinion, il y a des Congolais qui n'ont pas apprécié. Ces malades-là, tous ces malades-là, tous ces secteurs-là, les Congolais honnêtes vont constater qu'ils sont en train de se relever de l'agonie vers la guérison, madame. Vers la guérison. Oui. C'est ça le message que Félix Tshisekedi a voulu faire passer? Je dis, le constat, il constate que par rapport à ses attentes, on n'en est pas encore là. Vous savez, un enfant, quelqu'un malade, vous aurez souhaité qu'il se relève, qu'il aille jouer au football. Ça, le souci. Entre-temps, il agonisait, il se relève de plus en plus. On a espoir qu'il va se relever et aller jouer au football. Alors aujourd'hui, la population est impatiente. Félix Tshisekedi est dans son deuxième mandat, ce qui est différent d'un président qui arrive aujourd'hui. Comment peut-on expliquer que le gouvernement tarde 3 mois déjà, son gouvernement? Non, ça dit qu'il y a la constitution et les lois du pays qu'il faut observer. Le chef de l'État n'est pas là pour décider en solo, voilà, je décide. Non, non. Il y a la loi et la constitution ont prévu. La constitution a prévu qu'au mois de mars, il faut une session pour que le gouvernement soit investi. Le chef de l'État ne sera pas outrepasser ces processus-là. Non. Donc il est dans le respect de la Constitution. Il est dans le respect de la Constitution. Il a désigné l'informateur qui a identifié la majorité. Parce que le Premier ministre ne tombe pas du ciel. Alors, il vient de la majorité parlementaire. Le président l'a renvoyé pour compléter son rapport et dès qu'il m'a dit... Non, je n'ai pas conduit la délégation vers M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, non. L'informateur appartient au Congo tout entier. C'est comme ça que vous disiez de Félix Antoine Tshisekedi, qui est devenu chef de l'État de tous. M. Augustin Kabouya, aujourd'hui, ne nous appartient pas. Il appartient à toute la nation congolaise comme informateur. Il fait le travail. Maintenant, après avoir identifié, moi j'ai signé l'acte comme quoi j'engage l'UDPS, les députés de l'UDPS, que nous faisons partie de la majorité parlementaire. Parce que la loi a prévu que, en début de la législature, chaque parti politique ou groupement doit faire acte par écrit de son appartenance à la majorité parlementaire. J'ai signé au nom de l'UDPS. Maintenant, cette étape finie, l'informateur a fait rapport. L'informateur n'est pas chargé de définir la taille du gouvernement, de prendre des engagements vis-à-vis des plateformes. Non. C'est l'étape maintenant suivante qui est en cours. Ah, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Que Augustin Kabouya est en train de Exactement. faire. Pour la formation. Exactement. Ah, okay. Donc, d'abord, l'identification de la majorité. Chaque regroupement, chaque parti politique vient dire « J'appartiens à la majorité parlementaire derrière Félix Antoine Tshisekedi ». Avec autant de députés. Autant de députés. Et maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles on travaille? La taille du gouvernement. C'est la deuxième étape qui est en train de se faire maintenant. Bien entendu, avant la fin de cette session du mois de mars, le gouvernement, le Premier ministre sera déjà nommé. Là, j'insiste, c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Alors, mais les ministres ne sont pas du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Bien entendu, il y a certains domaines stratégiques de souveraineté où le chef de l'État décide. Lesquels, par exemple? Vous avez la défense, vous avez la diplomatie, vous avez l'intérieur. Il y a certains postes régaliens où le chef de l'État décide, mais partout ailleurs, ce sont les partis politiques. Alors, vous avez parlé de la taille. Il y a par exemple les travailleurs réunis au sein de l'intersyndicat national du Congo qui estiment que
Félix Tshisekedi, au regard du besoin actuel, le pays a besoin d'argent pour faire face à la guerre à l'Est. Il demande d'abord, premièrement, la réduction d'abord de train de vie des institutions du pays, en commençant par la présidence de la République et d'autres institutions. Deuxièmement, un gouvernement d'au moins 23 ou 27 personnes, si je ne me trompe pas. Madame, en ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État, ça c'est mon combat de toujours. Si ça ne dépendait que de moi, personne n'aurait un salaire dans ce pays. Personne. Personne. En ce qui concerne les opérateurs politiques. Parce que moi, je conçois la politique comme étant au service de la... Et moi, j'ai hâte de voir les Congos se relever vite. Il faut des sacrifices. Si ça ne dépendait que de moi, nous irions au travail tous. L'État prendrait la charge de nos familles, scolarité et consorts. Si ça ne dépendait que de moi, le chef d'État entre en fonction. Il sera récompensé lorsqu'il sort. Il a fini ses 2 mandats ou son mandat. La législature qui va entrer après lui apprécie comment il a travaillé. Lui, le Premier ministre et les ministres consorts, les chefs de corps constitués, on apprécie comment ils ont travaillé et dire, voilà, voici les cadeaux qu'on vous donne pour les services loyaux rendus à la population. Et en ce qui concerne la taille du gouvernement? Je souhaiterais, moi, si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que l'UDPS en tout cas, parce que nous avons notre maître, Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, qui avait composé un gouvernement. À l'époque, chaque province avait un membre. Plus lui, le Premier ministre, je pense que c'était à peu près 21 ou... Voilà. Mais on a une réalité, madame. Laquelle? C'est que nous gérons, le chef de l'État gère avec une coalition, une majorité parlementaire. Pourquoi il va avoir une cinquantaine pour satisfaire tout le monde? Nous n'avons que... Nous, de PES, je vous dis qu'on n'a que 70. Sur 500. Il faudra satisfaire tout le monde, c'est ça? C'est coalition. Mais parce que le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale. Si vous ne tenez pas en compte de ces règlements-là, c'est là que je parlais de la taille du gouvernement, je parlais du travail du formateur qui consiste à réunir les conditions pour que ceux qui ont adhéré à la majorité parlementaire travaillent dans la cohésion exactement. Alors, c'est-à-dire qu'il faudra satisfaire exactement. Je conseille que ce sera difficile actuellement. D'avoir 27. D'avoir 27, on va dépasser, bien entendu, parce que là, cette réalité-là, les regroupements qu'il faut, dans un peu, vous avez 600 partis, au-delà des 300 partis politiques, voyez-vous, il a tout ça. Mais le plus important, c'est quoi? C'est les résultats. Faudra Pourquoi ils ne peuvent pas se sacrifier pour l'intérêt du peuple? Ils disent être là-bas pour la population. Madame, je vous ai dit que moi, je me bats pour l'assainissement de la classe politique. Alors, Rodéo Bizibou, on doit prendre ce dernier dossier, une question. Nous avons les élections de sénateurs, des gouverneurs, vice-gouverneurs. Aujourd'hui, les Congolais s'inquiètent de voir qu'il y a des gens, je ne sais pas, oui, même à l'UDPS, on a vu quelqu'un qui était au niveau provincial, national. Vous l'alignez pour le niveau des sénateurs et certains, pour d'autres partis, sont même partis au niveau des gouverneurs. Est-ce que vous y avez pensé? Madame, je suis d'accord qu'il faut légiférer. Et après, les mêmes personnes seront sur la liste? Il faut légiférer exactement pour il faut qu'on voit comment limiter le nombre de partis politiques au Congo. Il faudra voir dans quelle mesure légiférer. On est arrivé à en supprimer certains, bien leurs effets, à travers les quotients de recevabilité. Voyez-vous, il y a des partis qui sont tombés après les élections parce qu'ils n'ont pas atteint les quotients requis. Il faut qu'on arrive aussi à décider sur le nombre de niveaux où un candidat peut concourir. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit lui-même candidat, chef de l'État, candidat député national, candidat député provincial. Et surtout, nous devons, entre guillemets, défamiliariser, détribaliser, tous ces mots qui rongent le Congo. Vous avez quelqu'un qui est candidat ici. Premier suppléant, son fils ou sa femme. Deuxième suppléant tel, à ce niveau. Deuxième niveau. Mais on l'a vu aussi au sein du parti présidentiel. S'il vous plaît. Oui, on l'a vu. Quelqu'un qui était au niveau national, provincial, le sénateur aujourd'hui. Madame, quand je dis qu'il faut faire le travail des fonds, ce n'est pas seulement pour d'autres partis politiques. J'aime vous dire que je suis très exigeant vis-à-vis des cadres de l'UDPS qu'envers d'autres. Vous savez, madame, lorsqu'on arrêtait monsieur Etienne Longondo dont vous parlez, j'étais en séjour, je venais de faire un séjour
à Issilo. Et là, j'ai annoncé qu'il y aura même des gens de l'UDP qui seront en prison. Lorsqu'on l'arrête, les directeurs provinciaux de l'RTNC m'appellent et me disent « Ah, vous l'aviez dit ici et c'est arrivé. » Madame, je suis très exigeant envers les cas de l'UDPS que d'autres. Donc, que ce soit fait par un cas de l'UDPS, moi je vous promets que nous allons légiférer sur ça pour limiter tout ça. Madame, Messieurs, prenons à présent ces derniers dossiers. Nous allons juste parler de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef des forces de défense de pays contributeurs des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Donner une réponse claire à la barbarie de l'agression rwandaise, mais en même temps au recrutement et à l'infiltration du gouvernement rwandais au sein de la classe politique congolaise, nous avons proposé la mise en place du bloc des résistants nationalistes pour mobiliser, rassembler, fédérer tous ceux et celles de nos compatriotes, jeunes et vieux, étudiants, membres de la société civile, qui ont accepté de demeurer loyaux envers la République, qui ont refusé d'aliéner la souveraineté de la République. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est rapidement au chef de l'État de fédérer toutes les forces. Qu'on ne le trompe pas en lui disant il y a une union sacrée qui a la majorité au Parlement, il y a l'opposition qui non. Il faut rassembler et dénicher très rapidement des intelligences et des hommes d'audace, des patriotes pour pouvoir accompagner rapidement les efforts de guerre qui sont déployés par nos FARDC. Deuxième action, c'est la mise en moule. Il faut mettre en moule la machine judiciaire contre tous les compatriotes, d'abord complices suspects internes, qui n'ont pas encore été démasqués. Eh bien, ils sont là. Mettre en moule des actions pénales contre même ceux qui ont adhéré au M23, puisqu'ils sont congolais. Mais pourquoi est-ce que la justice congolaise n'arrive-t-elle pas à lancer de mandat d'arrêt international contre ces gens-là? En fait, un mandat d'arrêt international, c'est un avis de recherche en droit interne. Mais il faut ouvrir des actions judiciaires et que XY compatriotes qui a adhéré au mouvement terroriste se sentent concernés par une action qui a été ouverte. C'est-à-dire que quel que soit le moment et dans n'importe quel pays où se retrouverait et avec lequel la RDC serait en partenariat, en collaboration judiciaire, ben, il serait appréhendé. Quatrième initiative, c'est de pouvoir lancer des actions judiciaires, engager des actions judiciaires internationales contre Corneille Nangaa et sa bande, contre les compatriotes qui ont adhéré au M23 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire crimes de génocide. Parce que le statut de Rome fait partie intégrante de notre arsenal juridique. Donc la CPI devait être saisie directement par notre État, sur la base de l'article 13 du statut de Rome. Mais il est également possible pour que notre État saisisse directement la CPI contre M. Alors, Déo Bizibou, nous avons vu l'armée qui a présenté certains, les complices des M23, et parmi ces complices, on a retrouvé
certains députés, vous voyez, des députés qui sont identifiés comme députés, il y en a 2 qui ont été députés et membres du parti Ensemble pour la République. Et l'un des députés était le cerveau moteur. Il avait donc la charge du recrutement des éléments pour le compte du M23 avec promesse qu'il sera vice-gouverneur une fois Goma sera pris par les M23. Ça, ce sont des révélations qui ont été donc faites. Et ce sont des traites, mais il y a plusieurs personnes qui ont été donc arrêtées. Madame, je vous disais qu'il faut, pour que ce pays décolle, pour que nous puissions reconquérir l'intégrité de ce pays, je vous ai dit que ça n'a pas de prix et qu'il faut des sacrifices à tous les niveaux. Et je vous disais qu'il n'y avait pas de raison pour que le moratoire soit levé seulement pour les militaires, mais aussi pour les civils. Oui. Il n'y a rien de plus précieux pour un Congolais que sa patrie ici. Les Congolais ont compris que le Rwanda ne s'attaquait pas seulement au Grand Kivu. Lorsqu'ils ont vu James Kabarebe faire une opération aéroportée, partant de Goma sous le RCD à l'époque, juste à Banana, au niveau de Kitona, jusqu'à remonter, venir chercher à prendre Kinshasa. Voyez-vous, notre mère patrie, c'est le Congo. Tout celui qui trahit le pays, il faut des sanctions exemplaires. Et moi, je remercie. Et voilà, la preuve que nos services sont en train de travailler. N'oubliez pas qu'il y a un homme qui est détenu ici, encore en prison. L'homme là qui avait des... au Nord Kivu. Un député, c'est les députés Oui, les députés. Mwangachuchu. Mwangachuchu, oui. Qui était encore ici. Il a tout un empire. Le Rwanda, je vous ai dit, madame, que James Kabarebe a été commandant de l'armée, chef d'état-major de l'armée du Congo, ici, pendant un temps. Le travail que le Rwanda a fait en ce moment-là, c'était en fait pour infiltrer. Alors, il y en a encore, je voudrais dire que, je présume qu'il y en a encore, qu'il faudra, il faudra prendre tout ce monde-là, il faudrait que les renseignements, vous savez, madame, que toute guerre est gagnée d'abord au niveau des renseignements. Alors, Deobizibou, vous savez que le Rwanda mène une guerre un peu au niveau numérique, mais les constats que nous faisons en RDC, le gouvernement ne soutient pas cette riposte numérique à travers les médias en ligne, les médias audiovisuels. Alors, pourquoi? Alors que les Rwandais sont en train de les faire. Madame, tout n'est pas bon à dire lorsqu'on est dans la guerre. On n'est pas... Vous pensez qu'il ne faudra pas une riposte numérique? Je pense qu'elle se fait. Elle se fait. Non, mais pas à la hauteur. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, comme vous dites qu'elle s'est fait, la RTNC est à mesure de faire l'état des lieux de la guerre? Madame. Comme on le suit sur les chaînes rwandaises. Je vous ai dit, madame, que Félix Antoine Tshisekedi est en train de ressusciter l'État qui n'existait plus. Le malade agonisant dans tous les secteurs est en train de se relever. Vous n'allez pas voir tous ces résultats-là du coup. Dans tous les secteurs. Je suis en train de parler d'une riposte numérique. Mais absolument. Nous parlions de l'armée, de la guerre des renseignements ici. Mais ça se fait comment? Lorsque vous avez été infiltré à tous les niveaux. Peut-elle faire aujourd'hui un état des lieux de la guerre? Madame, le travail se fait. J'ai pas de la RTNC. Le travail se fait sur terrain. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Je parle de la chaîne RTNC. Mais absolument, madame. Un état des lieux de la guerre? Mais voudriez-vous inviter le ministre de ce domaine-là? En ce que moi je sache, dans le domaine de la guerre, tout ne se dit pas. Le travail se fait. Alors, le gouvernement qui vient, pour Félix Tshisekedi, si ce gouvernement n'est pas à mesure de faire face aujourd'hui à la guerre, est-ce que 2024 sera une année plus dure pour le quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi? Quand vous dites si ce gouvernement n'est pas à mesure de faire face à la guerre, or celui qui est là déjà fait face à la guerre. Jadis, je vous ai toujours dit que jadis, Kagame a décidé de prendre les villes de Goma, Bukavu, Uvira en quelques jours. Le gouvernement qui est là fait face à la guerre. Et celui qui va venir va davantage faire mieux. Pourquoi? Vous avez fait allusion tout à l'heure aux gens qu'on a arrêtés, les complices du Rwanda. Ce gouvernement qui va venir va faire face à la guerre parce que
les moyens, l'armée est dotée suffisamment de moyens pour faire face à la guerre. Ce gouvernement qui va venir ici, je vous ai dit que pour moi, c'est la dernière guerre, c'est la guerre de libération pour que le Congo retrouve son intégrité. En un mot, dites-nous comment est-ce que vous voyez cette démarche de l'Union européenne qui, d'un côté, a signé des accords avec le Rwanda, mais s'est réveillé un matin pour dénoncer le soutien du Rwanda au M23. Madame, là nous sommes dans le domaine des relations internationales, les États n'ont pas d'amis. Il y a aussi la notion des rapports de force. Le rapport de force est tel que le Congo est défendu vaillamment par Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement. Il tient les fronts. La diplomatie fait son travail aussi. Et voilà. Ce n'est plus aujourd'hui, quand vous voyez comment aujourd'hui les voix s'élèvent au sein de l'Union européenne contre cet accord-là même, entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a en face une politique, une diplomatie agissante. Quand vous voyez sur le terrain aujourd'hui... On reproche aussi Félix Tshisekedi de voyager. On demande, il y a des Congolais qui estiment qu'il ne doit plus beaucoup voyager parce qu'il risque d'être piégé. Madame, tout voyage du chef de l'État répond à un objectif précis. Quand on parle des primaires à Gold, vous vous rappelez cet accord-là, mais les Congolais ne verront que des retombées de ces voyages-là. Alors, chef de l'État. Primaire à Gold aujourd'hui, le Rwanda est coupé de l'or congolais. Ce n'est plus comme auparavant, parce que l'or maintenant est cheminé vers l'extérieur, canalisé par Primera. Qui en souffre? Le Rwanda en souffre. Le chef de l'État venait d'initier les accords avec une compagnie aérienne, je pense, du Qatar. Pourquoi? C'est pour couper sous les pieds du Rwanda, avec Rwandais. Voyez-vous? La guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique. Et le chef de l'État, il répond exactement. Tous ces voyages-là répondent à des outils très très précis dont les Congolais verront bien. Alors, c'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine des Obizibou. Dites-nous en un seul mot, quelles sont les relations aujourd'hui entre Félix-Antoine Tshisekedi, actuel président de la RDC, et Joseph Kabila Kabange, ancien président? Les relations, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est chef de l'État de tous les Congolais. Tous. Mais Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie. La condition l'a prévu. Dans le cadre des institutions, chacun fait son travail. Il s'appelle comme avant. Il se parle comme avant. Je ne suis pas censé savoir quand ils sont appelés, Je ne suis pas censé le savoir. Non. Alors, c'est complètement fini. Vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Oh, c'est de dire à la population congolaise d'être optimiste. L'UDPS, mon parti, s'est battu derrière Etienne Tshisekedi Mulumba, d'autres fondateurs, pour l'état des droits dans ce pays et pour l'émancipation du Congolais et pour le respect de l'intégrité du territoire du Congo. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes sur cette voie-là et je demanderai aux Congolais de supporter ces douleurs d'enfantement dans lesquelles nous sommes. Ce front contre le Rwanda, il est tenu par le chef de l'État. Nous en viendrons bel et bien à bout et le Congo sera dans sa souveraineté. Et j'insiste en disant, je comprendrai que notre combat aura vraiment abouti, moi, de Obizibalola, lorsque le Congolais mangera 3 fois par jour dans un Congo libre. C'est possible. C'est possible. Eh bien, c'est l'heure. Au revoir et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et surtout, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler, de nous envoyer vos questions, mais surtout pas aussi, mais aussi vos propositions. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.